Si tu écoutes au plus profond de toi-même, tu vas comprendre la force du silence. Tu vas entendre ta vie dans ton souffle et ressentir le flux de ton énergie, de ton chi. Si tu es capable de contrôler ton chi par la force mentale, rien dans ce monde ne va pouvoir résister à ta volonté et tes capacités. Nous sommes au cœur de la Chine, dans le paysage paradisiaque de la province de Henan, que beaucoup considèrent comme berceau de la civilisation chinoise, ainsi que son centre historique et culturel. C'est d'ailleurs à partir de cette province que la plupart des empereurs gouvernèrent leur terre céleste. C'est également dans cette région que se trouve la plus sacrée des nombreuses montagnes saintes que compte cet immense pays. Il s'agit du mont Songshan, dont les formations rocheuses s'élèvent à plus de 1500 mètres au-dessus des forêts denses, et comme par le passé, ce site est empreint de beauté magique et de force mystique. Au cours des siècles, on y dénombra pas moins de 72 lieux de culte, temples et monastères, tout autant sur cette mystérieuse montagne que dans ses régions environnantes. Depuis toujours, les temples et abbayes de Songshan ont abrité philosophes, religieux et moines qui codifièrent les principes de leur foi. Dans l'enceinte de l'université, construite au pied de la montagne, Confucius et Lao Tzu y développèrent leurs théories scientifiques et leur conception du monde, éléments fondamentaux du taoïsme. Il y a plus de 1500 ans, l'empereur de Chine, Xiao Wen, fit don d'un lopin de terre à des moines hindous pour qu'ils y bâtissent un monastère. Ils l'appelèrent Shaolin. Les ordres de l'empereur étaient clairs. Traduire en chinois les sutras bouddhistes. Et c'est ainsi que le temple de Shaolin devint le centre spirituel de la Chine. Une gigantesque sculpture de pierre surplombant le monastère nous rappelle le plus célèbre de ces moines, Bodhidharma, que les Chinois appelèrent Damo.
il quitta le temple de Shaolin pour prier et méditer dans une caverne située à plusieurs centaines de mètres au-dessus du monastère. Il adapta la doctrine bouddhiste de l'époque, prêcha la simplicité, la modestie, le respect de la vie humaine et l'humilité envers les lois de la nature. Son enseignement est à l'origine de l'une des plus importantes religions du monde. Elle partit à la conquête paisible de notre planète sous le nom de bouddhisme Shan ou Zen. Mais Damo ne se contenta pas de fonder le Zen. Il est également le père du Kung-Fu, que les Chinois considèrent comme la base absolue de tous les arts martiaux. Il se servit de la faune et observa le comportement des singes, leur façon de se déplacer et de se détendre, leur attitude au combat et leur art de se protéger. Les mouvements de presque tous les animaux se retrouvent donc dans l'art martial du Kung-Fu Shaolin. Conformément aux règles strictes de Damo, tout ce qui pouvait évoquer l'agressivité était uniquement réservé à la défense, jamais pour attaquer. Les moines pratiquant le Kung-Fu Shaolin ne combattaient pas seulement à main nue. Ils développèrent un arsenal non moins efficace pour s'assurer le respect de leurs adversaires. Cette méthode de combat entra dans l'histoire sous le terme « les 18 armes de Shaolin ». La maîtrise parfaite et la virtuosité des moines guerriers sema la terreur chez l'ennemi. Bientôt, le mythe de leur invulnérabilité et de leur invincibilité se propagea à travers le pays tout entier. L'empereur fit donc appel à ces moines venus des lointaines chaînes montagneuses de Songshan chaque fois qu'il sentait son empire menacé. Les guerriers puisaient leur esprit combatif et leur volonté de vaincre dans la doctrine de Damo et dans leur profonde dévotion à Bouddha. Le Kung-Fu n'est pas seulement un sport, mais une philosophie, une science et une attitude. Celui qui veut pratiquer du bon Kung-Fu ne doit pas seulement vivre selon les règles du bouddhisme zen, il doit aussi s'entraîner tous les jours pour trouver son calme intérieur. Seulement celui qui vit en harmonie avec soi-même et la nature va être capable de maîtriser le Kung-Fu de façon accomplie. Les jeunes ne furent pas les seuls à suivre les préceptes de Damo et à pratiquer le Kung-Fu. Parmi les 4 premiers disciples du grand maître, nous retrouvons une jeune fille de la haute noblesse, la princesse Minglian, considérée comme la première religieuse du bouddhisme zen en Chine. Minglian, ne pouvant séjourner au monastère de Shaolin, dont la construction venait de s'achever,
construisit tout à côté une modeste cabane destinée à servir de quartier général et d'école à toutes les femmes intéressées par le bouddhisme zen et le kung-fu. Après la mort de la princesse, la construction fut laissée à l'abandon et tomba bientôt en ruine. En souvenir de leur pionnière, ses élèves construisirent une pagode à sa mémoire qui, jusqu'à ce jour, sert aux religieuses de lieu de souvenir et de vénération. Quelques années après la disparition de Mingyuan, une autre princesse s'enthousiasma pour la doctrine de Damo. À proximité immédiate de la pagode, elle fit construire un nouveau couvent. Nous avons trouvé une inscription sur une colonne de pierre de la dynastie Tang, qui prouve que ce monastère a été construit par l'empereur Xiaoming de la dynastie Wei du Nord en l'an 521 après Jésus-Christ pour sa sœur Yongtai. C'est le couvent zen pour femmes le plus ancien, et donc un des monuments historiques les plus importants de notre pays. Beaucoup d'objets retrouvés confirment la haute valeur scientifique de ce temple de nonnes. La jeune princesse Yongtai habitait à la cour impériale de Luoyang, une ville toute proche. Elle connaissait et appréciait la beauté irréelle des paysages de Songshan pour y avoir séjourné en compagnie de sa famille pendant les vacances. Ici, elle fut profondément touchée par ses premiers contacts avec le bouddhisme zen et les arts martiaux. Elle décida de rentrer dans les ordres et de tourner le dos aux intrigues de la cour et aux querelles dans sa propre dynastie. Sa conversion est considérée comme l'un des plus importants événements de l'histoire du bouddhisme zen. Désormais, Yongtai et ses dames d'honneur se consacrèrent exclusivement à l'étude des préceptes de Damo et au perfectionnement du kung-fu de Shaolin. Cette époque correspond à la période la plus florissante du couvent, qui compta jusqu'à 1000 pensionnaires désireuses de parfaire leur enseignement et fermement décidées à subir les pires privations dans le seul but de devenir des guerrières kung-fu et de profondes croyantes. Les paysans habitant dans les environs du temple profitèrent grandement des activités du couvent, car Yongtai fit preuve d'une grande générosité, offrant à chacun la possibilité de partager sa fortune et son savoir et accordant sa protection aux pauvres. Ses œuvres suscitèrent bientôt une profonde admiration. Le lieu de culte et d'études allait bientôt porter son nom et s'appela dorénavant Yongtai. Une statue de jade blanc, au centre du temple, nous rappelle les bienfaits et la perfection de cet extraordinaire aristocrate, ainsi que sa mansuétude. À l'exemple des moines de Shaolin, les femmes du couvent de Yongtai s'efforcèrent d'atteindre le même degré de perfection dans les arts martiaux. En toute humilité, avec discipline et endurance, elles s'initièrent à la haute école des 18 armes traditionnelles, à l'art parfait de l'imitation des animaux et à la sagesse du tai chi. Conformément aux préceptes de Damo, elles n'utilisèrent le kung-fu que pour se défendre et défendre leur couvent, et se transformèrent bientôt en véritables expertes des sciences martiales.
L'essentiel du kung-fu, la souplesse des mouvements, était tout à l'avantage de ces championnes du Yongtai. Mais les hommes ne pouvaient accepter l'égalité de leurs compagnes de lutte. Derrière les murs des monastères se développa donc une concurrence pacifique, mais non moins acharnée, qui dura plusieurs siècles. Du point de vue physiologique et social, le kung-fu était conçu plutôt pour les hommes que pour les femmes. Il y a des exercices pour lesquels les femmes ne sont pas qualifiées. C'est pourquoi ils sont pratiqués surtout par des hommes. Les hommes ont une meilleure maîtrise du kung-fu, déjà parce qu'ils peuvent s'entraîner 365 jours de l'année, ce que les femmes ne peuvent pas. Moi, je suis sûr, les hommes pratiquent cet art martial simplement mieux que les femmes. Dans la société, nous étions souvent considérés comme des moines de deuxième classe. Mais dans le bouddhisme, hommes et femmes sont égaux. Il n'y a pas de différence, ni entre riches et pauvres, ni entre hommes et femmes. Tous ceux qui recherchent sincèrement l'illumination et la perfection vont les atteindre. Bien que la véritable maîtrise n'exige aucunement le sacrifice de soi, elle requiert néanmoins l'intégration totale dans la communauté. Ce n'est que par la renonciation du soi que l'on atteint la véritable pensée collective. Le rôle de soliste n'est permis aux championnes qu'au cours d'un combat symbolique à l'épée. Elles apportent cependant la preuve de leur grand talent à croiser le fer. J'ai vu beaucoup de femmes pratiquer du kung-fu excellent avec épée, sabre ou lance. Tout ce que les hommes peuvent faire, la boxe et les techniques d'armes, les femmes peuvent le faire aussi bien, si elles atteignent la même force mentale et la même concentration. Si hommes et femmes suivent les règles strictes du zen, tous deux peuvent pratiquer du bon kung-fu. À côté du temple de Shaolin se trouve la forêt des pagodes, célèbre dans le monde entier. Elle est le lieu du dernier repos pour tous les grands maîtres du monastère. Plus de 250 tours funéraires de plusieurs étages renferment les cendres des défunts. Pendant longtemps, les religieuses furent exclues de cette terre sacrée, et il fallut plus de 500 ans avant que la première, Jun Hanzu, ne fut autorisée à reposer en paix dans la cité interdite des morts. Sa pagode est restée un lieu de vénération jusqu'à ce jour, et les religieuses lui vouent une admiration profonde, comme en témoignent les nombreuses offrandes. Depuis cette époque, et au même titre que les moines, les religieuses furent autorisées à utiliser les mêmes noms de descendance, signe extérieur de leur appartenance à la doctrine de Tamo. Le premier pas de l'émancipation des femmes dans le monde du kung-fu était effectué. Même si les hommes sont physiquement plus forts que les femmes, ceci ne signifie pas automatiquement que leur kung-fu est meilleur. Une femme qui se donne sincèrement de la peine, qui a de bons instructeurs, qui suit les règles du kung-fu et s'entraîne dans un milieu favorable, peut même devenir meilleure qu'un homme.
Au cours des dernières années, le monastère de Yongtai a été amoureusement rénové grâce aux contributions généreuses d'une donatrice. Trop modeste pour se montrer devant la caméra, son fils, administrateur du monastère, nous explique les motifs de sa mère. Ma mère est une femme d'affaires très efficace. Il y a 10 ans, elle a appris l'histoire de la princesse Yongtai, qui renonça à sa vie de luxe et entra au couvent. Ma mère a visité le monastère tombé en ruine et elle était tellement fascinée de l'idée d'une reconstruction qu'elle décida de créer un nouveau centre pour le bouddhisme zen et le kung-fu pour femmes et pour donner aux nonnes un nouveau domicile. Ma mère a consacré tout son temps libre à ce projet et elle a renoncé à beaucoup d'affaires. Le projet lui a déjà coûté au moins 1,5 million d'euros. C'était son désir de préserver cette partie de la culture chinoise et d'encourager l'émancipation de la femme en Chine, même de nos jours. C'est ce qu'elle considère comme son devoir. La revitalisation du monastère porte déjà ses fruits. Yongtai est maintenant une destination privilégiée pour de nombreuses jeunes filles venues des 4 coins de la Chine et désireuses de respirer un souffle d'histoire. Pour l'abbesse, une occasion unique de feuilleter le livre séculaire de cette congrégation. Les filles s'intéressent non seulement pour le kung-fu, mais également pour le mystique du bouddhisme, aujourd'hui l'une des religions les plus répandues en Chine. Les figurines de bois dans les temples racontent non seulement l'histoire de la religion, mais symbolisent simultanément les vertus et les tentations de notre monde. Au cours d'une cérémonie rituelle, l'abbesse Shin Janjun explique aux novices le dévouement à Bouddha. Le but n'étant pas la vénération ou l'adoration d'un personnage ou d'un saint, mais la recherche du divin en nous afin de parvenir à la réalisation de la nature même de Bouddha. Pour l'admission au couvent, c'est-à-dire y trouver refuge, il est impératif de prononcer des vœux, que les novices répètent après l'abbesse. Les règles fondamentales du bouddhisme zen sont les suivantes. Ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas boire d'alcool, ne pas manger de viande et vivre dans le célibat. Toutes celles qui ont opté pour une vie au couvent choisissent la simplicité et la privation. Le lever est à 3h30, avant la lumière du jour. Suivent les prières, les chants et la méditation. Seuls 2 repas végétariens sont autorisés, les ingrédients provenant du potager du couvent. Le dernier repas doit être pris avant les cloches de midi, car on ne peut être prêt pour la purification intérieure que si l'on évite à son corps toute nourriture superflue et que l'on résiste à la tentation de trop boire ou de trop manger. Damo force ses disciples à vivre en absolue modestie, sans orgueil et sans accorder la moindre importance aux apparences. Ils doivent également effectuer eux-mêmes tous les travaux du monastère. Ils ne peuvent manger que ce qu'ils ont planté et récolté de leurs propres mains. Seule la réduction de la vie à l'essentiel conduit à la pureté de l'âme et de l'esprit
et facilite l'illumination sur le long chemin de la découverte de soi. Pour devenir maître, il faut s'y prendre très tôt. Dès l'âge de l'école élémentaire, les filles intègrent l'internat du couvent. Le kung-fu occupe 5 heures de l'emploi du temps quotidien, 7 jours par semaine. Une vie fondée sur le volontariat et l'entraînement en collectivité. Conditions essentielles pour assimiler les moindres mouvements dès le plus jeune âge et parvenir ainsi à un maximum de perfection. Et tout cela en plus de l'enseignement normal. Avec assiduité, persévérance, ambition et talent, il est possible d'atteindre un haut degré de perfection très jeune, comme le prouve parfaitement ce Benjamin, âgé de 8 ans. Ni l'âge ni le sexe ne sont déterminants pour parvenir à la perfection. Seul compte la volonté de renoncer à presque tous les plaisirs des sens afin de s'imposer dans un monde masculin. Dès l'âge de 10 ans, je faisais du kung-fu avec les garçons. C'était souvent très épuisant pour moi comme fille, mais j'ai quand même réussi. Ma Dongli y est finalement arrivée. Elle est maître dans l'arme la plus ancienne du kung-fu de Shaolin, le bâton. Elle prouve son talent lors de l'entraînement quotidien, l'opposant à ses collègues masculins. Je viens d'un petit village au centre de la Chine. Presque tout le monde y pratiquait le kung-fu, mon père et aussi mon grand-père. Depuis mon enfance, je voulais être meilleure que les hommes et les battre tous. Ma fille aime le kung-fu depuis sa jeunesse. Elle voulait à tout prix devenir un grand maître et pratiquer du kung-fu accompli comme les hommes. Un jour, je crois qu'elle avait 12 ans, elle a disparu.
Elle est simplement partie avec une collègue de l'école pour aller à Shaolin pour apprendre le kung-fu. J'ai fait une fugue parce que je cherchais un maître pour le suivre toute ma vie. Et je l'ai trouvé. Mais c'était très difficile pour moi comme femme d'être reconnue parmi tous ces hommes. Plusieurs douzaines d'écoles privées se sont établies autour du monastère de Yongtai et du temple de Shaolin, offrant à des dizaines de milliers d'élèves la possibilité d'atteindre pas à pas les objectifs communs qu'ils se sont fixés. L'entraînement est strict et les exigences forcent de nombreux candidats à l'abandon. Entraînement quotidien sans journée de repos, 63 heures d'enseignement hebdomadaire, une année entière sans rentrer chez soi et sans vacances. L'éducation physique est l'une des plus sévères du monde. Jeunes garçons et jeunes filles sont logés à la même enseigne lorsqu'il s'agit d'endurance, de force, d'agilité et du sens de l'équilibre. Les principes absolus d'entraînement se concentrent autour de la discipline de groupe et de l'esprit communautaire. Les jeunes filles prennent exemple sur les jeunes garçons et stimulent ainsi leurs ambitions, et vice-versa. Depuis que je suis toute petite, le kung-fu me fascine, à la télévision et dans les films. J'ai pensé, ce que les garçons peuvent faire, nous les filles, nous le pouvons aussi. Et j'ai décidé d'aller à Shaolin apprendre le kung-fu. Le tai chi est une des directions du wushu. Moi, je pratique le tai chi et le kung fu. Le tai chi est extérieurement souple et doux, mais intérieurement dur et énergétique. Il sert non seulement à la défense, mais il est aussi important pour la santé physique et mentale. En 1988, j'ai commencé à apprendre le kung-fu et en 1994, je me suis convertie au bouddhisme.
J'ai reçu le nom bouddhiste de Xianxiu. Seul un bon bouddhiste peut pratiquer un kung-fu parfait. La boxe Shaolin et le bouddhisme zen sont indissociables. Le zen mène à une sérénité intérieure, une condition essentielle pour atteindre un haut niveau. Zhu Juimei maîtrise à la perfection l'arme la plus exigeante du kung-fu, le fouet à 9 maillons. Par sa rotation ultra rapide, cette chaîne peut se transformer en arme mortelle. En plein cœur des paysages rocheux de la chaîne du mont Songshan se trouve le monastère des 3 empereurs. Pendant plusieurs centaines d'années, cette abbaye était restée inhabitée et à l'abandon. Lorsqu'un jour, un grand maître du couvent de Shaolin décida de reconstruire ce temple historique et de lui insuffler une nouvelle vie. En Chine, Shi Daijian est considéré comme l'un des plus grands maîtres vivants du kung-fu. Il vit en dehors de la vie quotidienne du monastère, en compagnie d'un petit nombre de moines, en harmonie totale avec la nature et en conformité absolue avec les règles rigoureuses du zen. Il a transformé une caverne de quelques mètres carrés ayant appartenu à un maître ermite en son lieu de repos et de séjour. Ici, il pratique le kung-fu dans un espace très réduit, au plus haut degré de perfection et d'énergie. Comme Shi Daijian se refuse à descendre dans la vallée, ses élèves doivent se résigner à couvrir durant de longues heures le chemin difficile qui mène à sa caverne. Arrivés au but, ils peuvent pleinement profiter de son art et de son expérience. Lorsqu'on l'observe au cours de ces difficiles séances d'entraînement en bordure des précipices, il est facile de comprendre pourquoi les jeunes maîtres de Yongtai n'hésitent pas à consentir les plus gros efforts pour apprendre les derniers secrets de l'entraînement au kung-fu, le Qigong. En Qigong, on relie le Qi de son corps avec le Kung, énergie universelle de la nature. Le Qi corporel est favorisé par une nourriture végétarienne, par la concentration, une tête libre de pensées perturbantes. Le Qi ne peut se développer que si le cœur est tranquille. De cette façon, le Qi est libéré et le corps reste flexible. Dans le monde mystique des sommets de Chongsang, Shi Daijian s'entraîne dès l'aurore avec ses élèves pour leur enseigner à parfaire leur technique respiratoire, condition primaire pour volontairement contrôler le Qi qui traverse les voies énergétiques du corps humain. Tous les moines de Shaolin connaissent les fonctions des méridiens et les points de réflexion des organes qu'ils représentent. Au cours de la respiration, ils orientent leur esprit vers l'intérieur afin de ressentir la paix totale. Au cours de cet état de transcendance, le corps est régi par l'esprit.
Si l'on est capable de concentrer son chi par la force de l'esprit, il est possible d'accomplir des choses remarquables dès le plus jeune âge. Des dizaines d'années d'entraînement permettent indubitablement de retarder sensiblement l'horloge biologique du corps humain. C'est ainsi que ce grand maître, septuagénaire avancé, a su garder la souplesse d'un corps de jeune homme grâce à un entraînement quotidien qu'il effectue à l'ombre de l'arbre le plus vieux de Chine, un cyprès, mentionné pour la première fois il y a 2500 ans. La sagesse des moines de Shaolin lui enseigne de plutôt s'orienter sur la souplesse du bambou que sur la rigidité des gros troncs d'arbres. Les plantes fraîches sont tendres et pleines de vie. Mortes, elles deviennent sèches et rigides. Rigidité et dureté sont le propre de la mort. En naissant, l'homme est fragile et tendre. Lorsqu'il meurt, il est dur et raide. Souplesse et fragilité sont le propre de la vie. C'est pourquoi une armée non mobile ne gagnera pas de bataille, et un arbre qui ne plie pas sera rompu. Ce qui est dur et fort disparaîtra. Ce qui est tendre et faible perdurera. La véritable perfection associe le calme absolu à un dynamisme explosif. Les championnes de kung-fu de Yangtai maîtrisent également les exercices du Shin Kung extrême. Elles aussi sont capables de brièvement concentrer leur chi en certains points de leur corps, leur permettant ainsi d'atteindre une insensibilité quasi totale à la douleur. Cette partie de leur corps est comme morte. C'est ce qui leur permet de faire de l'équilibre sur des lames aiguisées sans ressentir la moindre douleur ni encourir le risque d'une blessure.
Shi Zhengshui a relevé l'un des plus gros défis du Qigong, un exercice portant le nom de tête de fer. Les préparatifs illustrent parfaitement comment elle réussit à associer l'énergie universelle de la Terre, du ciel et de l'air à sa propre énergie corporelle. Suivant une vieille tradition, les championnes de Kung-Fu doivent prouver leur talent au maniement de toutes les armes. Un examen d'aptitude devant tous les élèves, une compétition entre hommes et femmes, symbole de la lutte séculaire des religieuses de Yongtai contre les préjugés et les idées préconçues. Les jeunes femmes veulent prouver que tout au long de l'histoire et jusqu'au temps présent, Yongtai et Shaolin étaient et sont des centres religieux égaux en droit, car dans le monde transcendantal, la question des sexes ne se pose plus. Servir Bouddha et rechercher le divin en nous ne saurait être des privilèges réservés aux hommes. N'aie jamais de pensée perfide. Familiarise-toi avec toutes les techniques et les arts. Ne néglige jamais ton attention, même envers les choses les plus petites. Tâche de reconnaître l'essence de ce qui est invisible. Étudie les voies de beaucoup d'activités et de professions. Entraîne-toi inlassablement à suivre cette voie. Apprends à ne pas juger en termes de profit et de perte. Développe ta capacité de deviner les choses à première vue. Ne t'arrête pas sur des occupations inutiles.